mise en œuvre du mandat de la MONUSCO centré sur la protection des civils au centre des discussions entre la mission onusienne et la délégation de l'AFCM 23. Un point de presse conjoint entre les deux parties est prévu. Et puis célébration ce vendredi 13 juin de la journée mondiale du don de sang. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur de cette province qui a officiellement lancé cette journée a appelé la population à sauver des vies en donnant de leur sang. Et enfin en politique, quel bilan dressé de la fonction publique une année après l'installation du gouvernement souminois? Les éléments de réponse avec le VPM Jean-Pierre Liaou Ebois. Un nouveau journal vespéral sur les antennes des Verts Pâturage Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette brève en images. Échange ce vendredi à Goma entre la délégation du M23 AFC, conduite par son coordonnateur Corneille Nangaa, et la MONUSCO pilotée par Bintou Keïta. En croire le compte X de la mission onusienne en RDC, les discussions tournent autour de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO centré sur la protection des civils. Et juste après, dans la soirée, un point de presse conjoint entre les responsables du mouvement AFCM 23 et la chef de la MONUSCO est prévu. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et puis les États-Unis d'Amérique visent un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, prévu entre le mois de juin ou juillet de l'année en cours. C'est le haut fonctionnaire chargé des affaires africaines au département américain qui l'a fait savoir le jeudi 12 juin 2025 lors d'un événement d'Africa Center. Trolli Fitrel a aussi souligné que la RDC est au centre de l'économie mondiale. On en parle avec Affermi Vita. S'exprimant lors d'un événement organisé par l'Africa Center visant à explorer les opportunités au-delà des minéraux critiques en RDC, Fitrel a souligné que l'Afrique est importante maintenant, la RDC est importante maintenant. Le haut fonctionnaire chargé des affaires africaines au département américain a insisté sur le fait que l'engagement avec le continent ne doit pas être motivé par l'altruisme mais par des intérêts commerciaux solides. L'événement visé a dévoilé les conclusions d'une nouvelle publication intitulée « Au-delà des minéraux critiques ». Capitaliser sur les vastes opportunités de la RDC. Fitrel a rappelé que l'économie mondiale repose également sur l'acier, l'aluminium et le cuivre, dont la RDC est un acteur majeur. Il a plaidé pour des investissements de qualité, mettant en avant les avantages des entreprises américaines en termes d'innovation, de respect de l'environnement et des conditions de travail. Le haut fonctionnaire a aussi évoqué le processus de paix en cours dans la région, soulignant l'implication des États-Unis à la demande des parties prenantes et la coordination avec les initiatives régionales et internationales. Nous visons toujours un accord de paix en juin ou juillet, a-t-il déclaré, insistant sur les calendriers extrêmement agressifs fixés par Washington. Dans son récent rapport publié le jeudi 12 juin, Médecins sans frontières peint un tableau sombre de la situation sanitaire et sécuritaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu, touchées par l'activisme du mouvement du M23 AFC. Au total, près de 10 000 victimes et survivantes des violences sexuelles ont été répertoriées à Goma dans le Nord Kivu en 4 mois. Regardez. D'après ce rapport, entre janvier et avril de l'année en cours, dans la ville de Goma et la cité de Saké, des victimes et survivantes ont afflué et continuent de l'être par dizaines tous les jours. Au cours de cette période, 7400 victimes et survivantes ont été prises en charge à Goma alors que plus de 2400 l'ont été à Saké. Un grand nombre de déplacés n'a pas pu ou n'a pas voulu regagner leur village d'origine et se retrouvent seuls avec leurs enfants. Nous recevons beaucoup de femmes victimes d'abus dans ou autour des maisons des familles d'accueil ou centres d'hébergement communautaire. Bien souvent, elles sont contraintes à des actes sexuels en échange d'un logement, précise le rapport de Médecins sans frontières. Médecins sans frontières désignent des porteurs d'armes ou des personnes difficilement identifiables comme responsables de ces actes et pointent du doigt la situation sécuritaire précaire et la prolifération des armes dans la contrée comme facteur qui favorise ces climats.
3 hommes voulaient me violer devant mon époux et mes 8 enfants. Mon époux a résisté, ils l'ont tué, témoigne une victime à Goma, citée par Médecins sans frontières. Cette dernière est appuyée par une autre à Saké. Ils m'ont demandé de choisir entre leur céder mon corps ou me faire tuer. Ils m'ont violé l'un après l'autre. Au regard de ce tableau dramatique, Médecins sans frontières tire une sonnette d'alarme vers la communauté internationale en vue de la prise en charge adéquate des victimes et appelle les belligérants à améliorer la sécurité des civils et leur accès aux soins. On va rester en sécurité. Le phénomène Mobondo continue à battre son plein dans la commune de Maluku ainsi que dans d'autres localités. Ces insurgés ont fait irruption les jeudis dans les villages d'Oumi situés à proximité du pont Maïndombe, contraignant la population à fuir. Le bourgmestre de la commune de Maluku, qui tire la sonnette d'alarme, affirme que malgré l'opération Ngemba lancée pour neutraliser la milice, les Mobondo continuent de semer la terreur. Suivez. La situation n'est pas tellement encore revenue comme auparavant. Moi, j'étais aussi au niveau de Menkao, mais on vient de m'appeler par le chef de quartier de Doumi. Et il y a des groupes de Mobondo qui étaient à Monamputu. Ils sont traversés maintenant à 15 km de Doumi. Donc, ils créent des terreurs. La Doumi, c'est toujours sur RN1. Soyons toujours à leur travail. Ils sont en train de travailler, mais au moment où il y a des coins là, jusqu'à présent, la population, ils sont toujours ici au centre-ville, à Mumbele, à Kimbantseke, à Nsele. Bon, au plateau de Bateke, c'est seulement sur le RN1, hein, dans des villages tels que de Mbankana, il y a quand même quelques populations. Mais au fin fond, dans des fermes là, il n'y a personne. La plupart de ces fermes, les gens sont déjà vidés il y a longtemps. Et on va parler coopération. 9 projets de loi de ratification des accords viennent d'être examinés et adoptés au niveau de la Chambre haute du Parlement. Ces derniers permettront à la République démocratique du Congo d'avoir des financements pour certains secteurs clés de la vie nationale. C'était lors de la séance plénière du jeudi 12 juin 2025 tenue au Palais du Peuple. On en parle avec Patrick Issot. À l'unanimité, 9 projets de loi de ratification des accords ont été examinés et adoptés par le Sénat. L'économie générale de ce projet a été présentée par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé. L'un d'entre eux, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 28 mai 2025 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique de la RDC s'élève à 600 millions de dollars américains. Le président du Sénat en a résumé d'autres. Pour le projet de loi portant ratification du projet d'appui à la transformation numérique, 77 membres ont pris part au vote, 76 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit conclue entre la République démocratique du Congo et l'Agence française de développement au titre de financement du projet d'appui à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Pour le projet de loi portant ratification du projet de résilience contre les inondations, 77 membres ont pris part au vote. 77 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet de résilience contre les inondations urbaines pour un montant de 200 millions de dollars américains. Ces 8 projets de loi n'ont pas eu besoin de débat à la suite de la motion d'ordre du sénateur Bokecho. Il faut rappeler que le Sénat a adopté le rapport de la Commission infrastructure et aménagement du territoire au cours de cette même plénière. Et puis la première ministre Judith Souminois Toulouka a célébré l'un
Et puis la première ministre Judith Suminwa a célébré l'an 1 de son gouvernement sur le terrain à Kolwezi dans la province de Lualaba. Elle a aussi visité la société minière Kamoto Copper Company dans la journée du jeudi 12 juin 2025. Une manière pour Judith Suminwa de palper du doigt le travail qu'abat ce géant minier en République démocratique du Congo. Patrick Isso revient. À Kolwezi, pour la conférence des gouverneurs des provinces, la première ministre s'est rendue sur le terrain pour visiter tour à tour la mine à ciel ouvert de Kov qui produit le cuivre et le cobalt, le concentrateur de KCC, l'usine de Lulou où l'on trouve la salle d'électrolyte qui produit les cathodes de cuivre. Judith Suminwa a pu apprécier à sa juste valeur la représentativité des femmes à Kamoto Copper Company. Elle va échanger avec le comité de cette société minière avant la délégation syndicale. Judith Suminwa appréciera la rentabilité de KCC. On est conscient de toutes les problématiques qu'ils sont en train de traverser en République démocratique du Congo. Nous, en tant que gouvernement et sous le leadership du chef de l'État, qui parle constamment d'amélioration du climat des affaires, on connaît la part qu'on a à faire aussi de responsabilité qu'on a dans l'amélioration du climat des affaires, parce que cela va permettre d'attirer plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Comme on le dit, le développement de la République démocratique du Congo ne peut se faire qu'à travers le secteur privé. Et si on travaille notamment avec des industries telles que les mines, ça va permettre de générer des ressources, ça va permettre d'améliorer les infrastructures, ça va permettre d'améliorer l'énergie. Cette journée a coïncidé avec l'an 1 de son entrée en fonction. Elle s'est réjouie de se retrouver sur le terrain avec quelques membres de son gouvernement. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du gouvernement Suminwa, si vous vous rappelez. Nous avons, le 12 juin 2024, été investis par l'Assemblée nationale. Et donc, pour moi, c'est un moment de joie de pouvoir me retrouver sur le terrain avec les ministres qui m'accompagnent et de voir de visu le travail qu'on fait et comment ce travail peut apporter un plus à la population. Parce que comme on a dit, le développement rien que de la sous-traitance, les bonnes relations qu'il peut y avoir dans l'entreprise ici parce que on a un investisseur qui arrive et que on arrive à avoir des bonnes conditions de travail, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il y a des contraintes qu'il faut encore lever pour mieux faire les choses et on va continuer, en tout cas le gouvernement que je dirige, va continuer à travailler pour cela. Il faut noter que le secteur minier, générateur d'importants revenus en RDC, contribue à un pourcentage élevé au budget de l'État. Les gouverneurs des provinces sensibilisés sur le bien fondé de la coordination de la communication républicaine. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, qui s'est évertué à cet exercice. C'était au cours de la conférence des gouverneurs qui s'est poursuivie le jeudi 12 juin 2025 à Kolwezi. Patrick Isso nous en dit beau. Le bien fondé de la coordination de la communication républicaine, le ministre de la Communication et Médias a sensibilisé les gouverneurs de province sur la matière. Patrick Mouyaya a relevé le fait que la communication est primordiale dans l'heure actuelle et elle doit intervenir en amont et non en aval pour contrer la désinformation. Il faut que d'abord tout le monde comprenne que la communication est actuellement la première main avec laquelle nous devons travailler. Elle a une fonction stratégique, elle doit intervenir en amont et non pas en aval. Parce que avec l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux, toute la machine des désinformations qui arrive, avec tous ces génies qui nous racontent toutes ces théories, nous devons être en mesure d'avoir des structures étatiques qui peuvent communiquer. La bonne communication, c'est lorsque vous arrivez à anticiper, au moins vous êtes sûr que votre message passe en premier. Cette communication, va-t-il ajouter, doit se faire par des canaux à même de la relayer sans contrainte entre le gouvernement central et les provinces. Communiquer aujourd'hui requiert des codes. Communiquer aujourd'hui signifie communiquer sur des réseaux. Il faut qu'il y ait
une connaissance justement de cet écosystème, de différents médias qui doivent ou des différents supports par lesquels on peut passer pour s'assurer que le message part du président de la République et qu'il arrive aux derniers dirigeants au niveau des entités territoriales décentralisées. À lui d'insister sur l'outil qui doit permettre cette communication en ce temps où le pays compte 26 provinces. Parce qu'il y a un besoin pour nous aujourd'hui de comprendre d'abord, comme je le disais, la fonction stratégique de l'information. Si vous ne donnez pas la bonne information, les gens s'abonneront aux mauvaises sources, avec notamment l'existence des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est important que pour nous, comme gouvernement, de nous assurer que les outils à notre disposition, notamment la télévision nationale et la radio, parce que c'est la RTNC, l'agence congolaise de presse, sont partout représentés, mais que ces organes soient aussi en mesure de suivre l'évolution du temps. Il faut dire que le ministre de la Communication et Médias tient compte de tous les paramètres pour assurer la communication au pays. Et puis le ministre des Transports assouplit les mesures sur la régulation de la circulation routière à Kinshasa. Désormais, tous les camions, quelle que soit leur charge, une fois foulés, la capitale, sont libres de circuler en respectant le code de la route. Suivez. Conformément aux réunions d'évaluation des mesures prises en vue de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa et considérant le besoin de faciliter l'approvisionnement des biens afin d'éviter toute pénurie, le ministère des Transports, voies de communication et des enclavements annonce les directives suivantes. Premièrement, tous les camions, quelle que soit leur charge ou configuration, sont autorisés à entrer et sortir, circuler et livrer librement sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa de 22h à 5h du matin. Deuxièmement, tous les camions, une fois entrés dans la ville de Kinshasa, sont libres dans le respect du code de la route de circuler, livrer et sortir sans limitation d'heure. Il est par ailleurs interdit à tout camion de stationner sur la chaussée. En 3, en collaboration avec l'exécutif provincial, la police nationale va mettre en place un dispositif renforcé d'application du code de la route visant à garantir la fluidité du trafic des marchandises et à assurer la liberté de livraison dans le strict respect de l'ordre public. Et enfin, une évaluation périodique de l'application de ces mesures sera effectuée tous les 10 jours afin d'ajuster les dispositions en fonction de la réalité du terrain. Le directeur général du Fonds forestier national séjourne au Congo central depuis le jeudi 12 juin 2025. Hassani Ungala Hassan est en mission en vue de redynamiser l'antenne provinciale de cet établissement public. Reportage signé Adassa Liouala et Stéphanie Magolou. C'est un nouveau vent qui souffle à la tête du Fonds forestier national. Le directeur général Hassani Ungala Hassan, qui séjourne depuis jeudi 12 juin 2025 au Congo central, a conféré avec les autorités politico-administratives de la dite province. Le numéro 1 du FFN a d'abord sensibilisé sur les missions de cet établissement public et la nécessité de son accompagnement comme autorité étatique avant d'évoquer la question de la redynamisation de l'antenne provinciale du Fonds forestier national au Congo central avec les vice-gouverneurs au vu de l'importance et la place qu'occupe cette province. Le but de notre visite au Congo central, c'est principalement, on vise à redynamiser l'antenne provinciale du Fonds forestier ici au Congo central. En fait, le Congo central, c'est une province très importante pour le Fonds forestier. En fait, le Fonds forestier a été créé dans le but d'assurer le financement des opérations de reboisement et d'entretien du couvert forestier de la RDC. Le Fonds forestier a le devoir dans son mandat de pouvoir travailler de manière à ce que la forêt qui a tendance à disparaître soit régénérée, restituée à travers notamment le financement de projets de reboisement. On ne s'arrête pas ici à Matadi, nous allons visiter les différents postes du Fonds forestier, nous allons à Mwanda, nous passons par Manterno, Boma, au retour naturellement. Avant de remonter vers Kinshasa, on va venir restituer un peu ce qu'on a vu auprès des autorités provinciales. Et on va continuer jusqu'à Kassangolo, on va faire des arrêts
avant de rentrer à Kinshasa. Notez que plusieurs activités sont prévues pendant son séjour missionnaire, entre autres la sensibilisation, la collecte des données financières exercice 2024 jusqu'à fin mai 2025, l'inventaire de la caisse banque. Il s'y est de dire que c'est la toute première mission officielle réalisée par un directeur général du Fonds forestier national. Et on va parler santé. Pour des raisons des convenances administratives, la journée mondiale du don de sang célébrée chaque 14 juin l'a été ce vendredi 13 juin au Nord Kivu. C'est le vice-gouverneur de cette province qui a officiellement lancé cette journée. Le commissaire divisionnaire Louis Ségon a profité de l'occasion pour appeler la population à sauver des vies en donnant son sang. La journée du 14 juin que nous célébrons aujourd'hui, le 13, pour des raisons de convenance administrative, c'est une journée mondiale du don de sang, une occasion solennelle de rendre hommage aux donneurs volontaires et anonymes qui sauvent des vies par un acte simple mais profondément humain, c'est-à-dire donner son sang. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé est « Célébrons les dons du sang ». Un acte de solidarité, mais comme l'a dit tout à l'heure le chef de division, un acte patriotique. Donc, il faudrait que chacun de nous puisse rejoindre à ces mouvements pour sauver des vies. Le besoin de sang sûr et disponible est plus que vital. Chaque jour, des mères qui accouchent, des enfants atteints d'anémie, des blessés de guerre ou d'accidents, ainsi que des patients en chirurgie, dépend du sang que d'autres ont généreusement donné. Je rends ici un hommage appuyé à tous les donneurs de sang, jeunes et moins jeunes, qui se présentent dans les centres de transfusion pour poser ces gestes héroïques, souvent dans l'anonymat et sans attente de récompense. J'en appelle à toute la population du Nord Kivu, aux leaders communautaires, aux églises, aux écoles, aux universités, aux agents de l'administration publique et à toutes les forces vives de la province à promouvoir la culture du don de sang volontaire régulier et non rémunéré. Un seul don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. Ensemble, faisons du don de sang inaptitude un acte de solidarité permanente. Revendiquer nos droits, protéger nos peaux et préserver nos vies, c'est sous ce thème qu'a été célébré ce vendredi 13 juin 2025 la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme. Cette journée vise à attirer l'attention sur ce qu'est l'albinisme et voir dans quelle mesure protéger les personnes concernées. Suivez. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre. Dans presque tous les cas, les parents doivent être porteurs du gène pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. L'albinisme est dû à une absence de pigmentation sur les cheveux, la peau, les yeux, et il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde, mais les statistiques révèlent que cette condition est plus répandue en Afrique qu'ailleurs. En Afrique, 1 cas sur 5 000 ou encore 1 cas sur 15 000 est atteint d'albinisme. Mais en Europe et en Amérique du Nord, 1 personne sur 20 000 en souffre. Le manque de mélanine signifie que les personnes atteintes d'albinisme sont extrêmement vulnérables au cancer de la peau. Le cancer de la peau est hautement évitable lorsque les personnes atteintes d'albinisme peuvent exercer pleinement leur droit à la santé, chose qui demeure une bataille pour les albinos en République démocratique du Congo. À l'international, Israël a lancé une attaque de grande envergure contre l'Iran. Les frappes effectuées tôt ce vendredi 13 juin 2025 ont déclenché des explosions dans la capitale Téhéran. Israël a déclaré qu'il visait les installations nucléaires et militaires iraniennes. Suivez. Les médias d'État iraniens ont indiqué que le chef des gardiens de la révolution, un corps paramilitaire et 2 scientifiques nucléaires de haut niveau avaient été tués.
À la grande nation iranienne, ce matin à l'aube, le régime sioniste a déchaîné sa main vile et tachée de sang dans notre pays bien-aimé, révélant encore plus sa nature malfaisante en frappant des zones résidentielles. Le régime doit s'attendre à un châtiment sévère par Dieu Tout-Puissant. La main puissante des forces armées de la République islamique ne le laissera pas impuni. Dans les attaques de l'ennemi, plusieurs commandants et scientifiques sont tombés en martyrs. Leurs successeurs et collègues prendront immédiatement leurs fonctions si Dieu le veut. Avec cette atrocité, le régime sioniste s'est préparé un destin amer et douloureux et il le recevra sans aucun doute. L'attaque israélienne intervient alors que les tensions se sont intensifiées en raison de l'avancée rapide du programme nucléaire iranien qu'Israël considère comme une menace pour son existence. Nous sommes après une première frappe très réussie. Nous avons touché le haut commandement, nous avons touché les principaux scientifiques impliqués dans le développement de la bombe atomique, nous avons touché les installations nucléaires, nous accumulons les succès. Mais je sais aussi, et vous savez, qu'il n'y a pas de guerre gratuite. C'est pourquoi je vous demande à nouveau de respecter strictement les instructions du commandement du front intérieur. Il est très probable que vous devrez rester dans des zones protégées pendant une période beaucoup plus longue que celle à laquelle nous avons été habitués jusqu'à présent. Cette attaque d'Israël contre l'Iran fait entrer leur longue guerre de l'ombre dans un conflit ouvert qui pourrait se transformer en une guerre régionale plus vaste et plus dangereuse. Et on va parler politique pour clore ce journal. Le gouvernement souminois totalise une année depuis son installation. 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans les différents secteurs de l'exécutif focus sur le ministère de la fonction publique? Si vous me posez la question de savoir l'action phare, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. La question du redressement de l'administration publique préoccupe au plus haut point son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a donc, ainsi que vous le savez, placé la réforme du service public, le redressement de l'administration parmi ses axes stratégiques, les axes stratégiques de sa vision. Et la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka s'est bat tous les jours pour la matérialisation de cette vision. Si vous me posez la question de savoir l'action phare, sans nul doute, je citerai la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui va avec. Nous voulons être dans le triptyque un agent, un poste, un salaire. Ça nous éviterait de retomber dans les travers du passé, notamment avec le phénomène NU, que vous connaissez sûrement, mais aussi le phénomène NP. Nous sommes passés avec l'identification biométrique d'une prétention chiffrée de 1 450 000 plus ou moins de fonctionnaires à un chiffre de 795 000 fonctionnaires certifiés réguliers, mais 645 000 identifiés effectivement. Et nous allons certainement faire un rattrapage de quelques fonctionnaires qui sont encore non identifiés, mais je pense que cette action aura finalement eu un impact réel sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan de l'efficacité de l'administration dans le jour, le mois et les années qui viennent. Nous voulons, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans le mois, les années qui viennent, rémunérer non pas les numéros matricules, ça c'est très important, mais plutôt rémunérer les travaux accomplis, primer la performance et non pas forcément le fait qu'un fonctionnaire se retrouve sur une liste. Nous allons casser ces laissés-aller afin d'entrer dans une nouvelle ère au sein de notre administration publique.
Alors nous sommes en train maintenant de nous battre pour mettre en place le FOMAP, le Fonds de modernisation de l'administration publique, devant nous permettre demain de non seulement moderniser, nous avons commencé les processus ici à Kinshasa, mais ça va s'étendre à travers les provinces, moderniser les cadres du travail, les bâtiments administratifs. Vous avez vu au niveau du territoire, le projet porté par les PDL, et au niveau de ville, de chef-lieu, eh bien, ça sera les FOMAP. Nous sommes en train d'implémenter un nouveau système de contrôle des présences digitalisé, permettant de savoir exactement si un fonctionnaire est véritablement à la tâche. Concernant le personnel militaire, nous avons des orientations précises. Chaque fois qu'il s'agira de prendre une décision d'amélioration de conditions salariales du personnel civil de l'État, il faut que cela soit transposé automatiquement en faveur du personnel militaire, policiers et autres. Lorsqu'il y a un handicap qui s'est créé à vie, eh bien, l'agent militaire, policier, va être pris en charge aussi à vie par la CENSAP. C'est une innovation majeure. Bakisi elokoyo na administration ekokota lobby soki loi eleki na parlement makambo etali ba fonctionnaire contractuel ba jeune oyo baza na ba quartier ba ozalaka na poste numéro matricule te to banda kozwa bango ba banda ko signer ba contrat sur base ya ba contrat wana ba banda kosala misala na administration publique ozala 1 année 2 ans toujours renouveler yango ndambu ndambu bango nde ba banda sikoyo kokombola banzela na biso. Bango nde ba obanda kololo na ba pelouse. Bango nde obanda kozala ba eza ba paysagiste, ba éboueur, ba obanda kosala kodale banzela et tout ça pour que mboka na biso échanger image. Fonctionnaire azaka mototo asala na bureau. Fonctionnaire ezali pe agent oyo kozala libanda oyo azongingisa mboka to bengi yango dans le poto débureaucratisation ya administration publique. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. La mise en œuvre du mandat de la MONUSCO centré sur la protection des civils au centre des discussions entre la mission onisienne et la délégation de l'AFCM 23. Un point de presse conjoint entre les deux parties est prévu. Et puis célébration ce vendredi 13 juin de la journée mondiale du don de sang. Au Nord Kivu, le vice-gouverneur de cette province qui a officiellement lancé cette journée a appelé la population à sauver des vies en donnant de leur sang. Et enfin en politique, quel bilan dressé de la fonction publique une année après l'installation du gouvernement souminois? Les éléments de réponse avec le VPM Jean-Pierre Liaou Ebois. Grande était notre joie de vous présenter cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur la chaîne de Repos.